Sartre a beaucoup voyagé, surtout après la guerre, et souvent avec Simone de Beauvoir. Ce n'était pas toujours des vacances, n'est-ce pas? Je ne sais pas s'il a vraiment beaucoup voyagé. Quand il était jeune, il est allé au Maroc, en Suède, etc. Bon, et bien sûr en Italie avec Simone de Beauvoir. Euh, mais sinon, les voyages sont finalement assez peu nombreux. Euh, il y a un voyage à Cuba en 1960. En URSS. Il y a, il a plusieurs voyages en URSS parce qu'il a eu une liaison avec Elena Zonina. Et donc, il y allait une fois par an pendant un certain nombre d'années, et parfois un peu plus. Et puis, il y a le voyage au Japon en 66. Et donc, Avec sa conférence sur l'intellectuel, n'est-ce pas? oui, donc ce sont des voyages assez ciblés et assez peu nombreux finalement, mais qui indiquent quand même euh, différents, différentes façons de circuler dans l'espace. Il y a le voyage à l'ouest chez lui, juste après la guerre, il va aux États-Unis, puis les voyages à l'est. Souvent, il veut accomplir un rêve qu'il a dessiné, par exemple le voyage au Japon. Il est certain qu'il rêvait de se faire nommer au Japon comme assistant, comme lecteur, je crois. Et ça n'a pas marché euh, quand il était très jeune. Mais on voit que dans, par exemple, la nausée, Annie est allée au Japon, et puis il y a des statues extrême-orientales. De même, c'est étrange, dans l'article de 1939, là, sur Husserl, il parle d'un masque japonais. Et donc, il y a une espèce de fascination, comme ça, pour le Japon, et euh, qui ressort très bien dans l'article sur Vols aussi, parce qu'il entre de plein pied avec les références à Lao Tzu, à un certain nombre de bouddhistes. Et donc, voilà, il est dans l'univers de la Chine du Zen assez facilement. Donc, il est allé en Chine aussi, il a fait ce livre avec Henri Cartier-Bresson, un livre de photographie. Il a rencontré Mao. Bon, il y a un côté un peu ambassadeur, et puis il y a les voyages peut-être plus intimes, mais qui alors appartiennent à la jeunesse. Donc évidemment, le côté international de Sartre est très marqué, donc ces voyages un peu emblématisent cet aspect-là. Par contre, il a pas beaucoup exploré ni l'Afrique noire, ni l'Inde, ni l'Iran. Il a pourtant soutenu l'Iran à un certain moment, en 1978 pour la Révolution, mais il n'est pas allé jusque là-bas. Et il est allé une fois en Israël pour accompagner Benny Lévy et Arlette. Donc c'est des voyages assez modestes finalement, assez peu fréquents. Par contre, il allait toutes les années en Italie. Là, il séjournait, mais souvent toujours dans le même hôtel à Rome, Rome et à Venise. à l'Albergo Nazionale. Oui. Et donc, voilà, il était assez intégré effectivement au champ culturel italien, aux intellectuels. Il y a ce texte sur Palmiro Togliatti. Il se sentait assez proche du PC italien dans la mesure où il n'était pas léniniste, ce PC-là. Et donc, ça a représenté pour lui quelque chose, donc, c'est-à-dire l'idée de pouvoir être marxiste sans être ni léniniste ni stalinien. Il y avait quelque chose là-bas qui était un terreau extrêmement propice. Il a toujours eu évidemment une excellente réception. Il était très connu en Italie. Il était conscient de se déplacer comme homme public. Il cherchait le public.
Le public, je ne pense pas qu'il y a quelques grandes conférences. Mais effectivement, il aimait le contact. Par exemple, au Brésil, c'est vrai qu'il a fait une conférence totalement improvisée dans un endroit qui n'était pas le centre de Rio. Donc, c'était un petit peu à la sollicitation du moment. Donc, oui, il aimait comme ça des gens qui s'intéressaient à ce qu'il disait, à sa pensée. Euh, à quelque niveau que ce soit. Donc c'était pas du tout des voyages un peu comme ceux de Malraux avec un côté officiel et un peu protocolaire. Un peu, c'était, il cherchait, oui, un certain contact, non pas avec des élites, mais avec un ensemble d'intellectuels plus modestes. Et c'est peut-être ce qui a fait son succès internationalement. Parce que si Sartre est tellement lu, tellement écouté, c'est peut-être justement à cause de ses contacts avec l'uomo qualunque qu'il affectionnait. C'était pas réservé à un ensemble de professeurs, c'était pour tout le monde, pour qui vous voulez penser. Donc, il y a un, voilà, il y a un petit côté déjà Michel Onfray chez Sartre, hein, bien que là, il y a eu des critiques récentes de ce philosophe sur Sartre, mais voilà, l'idée de faire quelque chose de populaire, d'avoir un contact populaire, c'est quelque chose qui l'intéressait vraiment. Et par contre, évidemment, il a refusé très souvent ce qui était institutionnel. Autant en France, on lui a proposé à un moment donné un poste au Collège de France, il n'a pas accepté. Et à l'étranger aussi, il n'est pas vraiment, il n'a pas fait des shows à un niveau très très institutionnel. Sautons un peu dans le temps, encore en 1933, il est à Berlin, à l'Institut français. Est-ce qu'on peut, on peut remarquer qu'il n'a jamais écrit sur le national-socialisme, hein, sur le montant? Il a fait effectivement un séjour assez long, là, d'une année, où il a étudié Husserl. Donc il a lu les IDN, mais je crois qu'il était surtout dans l'Institut français, il était rattaché à un groupe, et donc il venait avec une bourse, donc c'est dans un milieu très très spécifique. Je ne pense pas qu'il se soit énormément mêlé à la fois des intellectuels allemands à cette époque-là et à ce qui se passait, à la situation en Allemagne. On le lui a très souvent reproché d'ailleurs de ne pas avoir vu la montée du national-socialisme. Il a rien écrit là-dessus alors qu'il avait vraiment la situation historique sous ses yeux. Il n'avait pas bougé à l'époque. Donc la conscience politique est venue chez lui plus tard, au moment de la guerre, c'est sûr, à son retour déjà du Stalag, et puis pendant la guerre, donc il a essayé de participer à la résistance, et puis bon, après il était surtout tourné vers les États-Unis pendant un certain nombre d'années. Voilà, il a fait des voyages un petit peu courants après aussi, un certain nombre de choses. Aux États-Unis, il est évident qu'il allait un petit peu à la poursuite du surréalisme en exil. Et il a rencontré tous les gens qui étaient là-bas, comme André Breton, Masson, etc., qui s'étaient exilés volontairement pendant la guerre et qui avait un certain poids à New York, il y avait des émissions comme ça françaises, et donc voilà, il a essayé d'entrer en contact avec ce milieu-là, peut-être parce que justement, en tant qu'il se pensait être à l'avant-garde de l'élite intellectuelle française, eh bien il voulait prendre la suite du surréalisme, et donc il est allé chercher le surréalisme sur son terrain, là où il se trouvait à l'époque. J'ai un tout dernier chapitre de notre entretien, s'il s'agit de son déclin. Simone de Beauvoir, dans Cérémonie des adieux, parle de leurs dernières années. Comment Sartre a-t-il pris le déclin de sa santé? Je dirais, ça s'est fait comme ça. Il a eu cette
d'accident vasculaire qui lui a enlevé une partie de la vue, donc il voyait les couleurs et vaguement les quelques formes, mais il n'avait pas assez d'acuité visuelle pour lire à partir de ce moment-là. Évidemment, son activité littéraire a été un peu plus réduite, mais il a continué quand même à vivre la même vie. Ce que tu appelles le déclin, en fait, il faut le relativiser parce que il était toujours dans le même quartier, il allait toujours au restaurant le midi jusqu'à la fin. Et bon, alors Simone de Beauvoir a fait un tableau assez sombre dans ses derniers livres là parce que bon, elle avait déjà écrit sur la vieillesse, alors elle redoutait ça, le moment, les incontinences d'urine, etc. Moi, je dois dire, qui ai fréquenté Sartre, je me suis pas du tout aperçu tellement de son déclin. C'est-à-dire que bon, je l'avais pas trop connu non plus, effectivement, quand il était jeune, mais il marchait difficilement, mais bon, il arrivait encore à sortir même tout seul. Je me rappelle, un matin, j'étais venu le voir, il m'a dit, je suis sorti avant pour aller faire des photos pour mon passeport. Je lui ai dit, tout seul, vous vouliez pas que je vous accompagne? Non, non, je peux faire ça tout seul. Donc, soi-disant, il était aveugle, etc. Mais il arrivait à sortir seul, à faire des photos, photomaton, et à remonter, enfin, etc. Donc, il n'avait pas beaucoup changé ses habitudes. Il recevait toujours ses amies féminines, et donc il avait à peu près le même rythme. Et simplement, aux heures où d'habitude il écrivait, simplement, bon, la plume restait à côté de l'encrier. Mais il avait remplacé ça par des dialogues, donc je ne pense pas qu'il ait vécu ça réellement comme un déclin. Moi, je ne me suis jamais aperçu de quoi que ce soit. Une fois, je crois qu'il avait une envie d'uriner assez pressante et s'est précipité. Et il a buté dans le canapé, il a un petit peu roulé sur le sol, mais avec une agilité extraordinaire. Il a fait une roulade et s'est remis sur ses pieds. Et il est allé aux toilettes, il est revenu et tout guillerait comme si de rien n'était. Donc je ne voyais pas un déclin très très particulier, sinon qu'on voyait qu'évidemment c'était un vieil homme, mais disons que voilà, il était encore très très ferme dans son esprit, dans les mouvements de sa main, etc. Il vous accueillait lui-même pour ouvrir la porte, il vous raccompagnait à la porte. Non, il n'y avait aucun signe vraiment de décrépitude totale, comme on a souvent essayé de le faire croire. Presque aveugle, Sartre a continué à travailler sous la forme de dialogue avec Benny Lévy notamment. Leur livre L'espoir maintenant fut très controversé, mais le fut pour de bonnes raisons. Alors là, la question du dialogue. Alors, c'est vrai que il y a eu des lectures qui étaient faites par Benny Lévy, par d'autres d'ailleurs. Mais sur le livre sur lequel il était censé travailler ces dernières années, c'est-à-dire Pouvoir et liberté, je dois dire que ça n'était pas tellement avancé. Il faudra un jour que je m'en explique dans un texte, parce que c'est quand même un témoignage. J'ai eu l'impression, quand je l'ai interrogé sur ce livre dans l'entretien que j'ai publié pour Oblique, j'ai senti un mouvement de panique. Il n'avait rien enregistré encore de ce fameux livre Pouvoir et liberté, c'est-à-dire ça n'était que quelques réflexions, quelques lectures préliminaires. Et tout ce qu'il m'a dit d'ailleurs avait l'air terriblement improvisé sur la question de la dualité des points de vue. C'était un petit peu à côté du contenu du livre, sur la question de ce qui allait se produire lorsqu'ils écriraient ensemble. Tout ça était au futur, c'est-à-dire rien n'était encore écrit. Alors du coup, à la réflexion, je me suis demandé si vraiment ce livre avait bien une grande réalité. Pierre Victor avait abandonné à ce moment-là, depuis de nombreuses années, les lectures philosophiques, dont je pense qu'il avait énormément de mal. C'est ce qui m'a été d'ailleurs confirmé par Arlette Elkaïm à l'époque. C'est-à-dire, elle me disait,
Pierre a beaucoup de mal à suivre Sartre. Il faudrait qu'il fasse des lectures, etc. Et Benny Lévy recommençait un petit peu à zéro, à retravailler. Il lisait Platon, enfin, il lisait des lectures philosophiques basiques. Donc tout ça m'amène à croire que ce livre était quand même non seulement loin d'être fini, mais n'était même pas commencé. Il n'y en avait pas une ligne. Et alors, les entretiens qui s'appellent L'Espoir maintenant ont été provoqués par la réaction furieuse de Benny Lévy lorsqu'il a vu ces entretiens aussi longs que Sartre avait eu avec moi. Il lui a dit, mais enfin, tu estimes que tu vas faire un livre futur, c'est avec moi que tu dois avoir ces entretiens. Et Sartre reculait sans cesse, parce qu'effectivement, on ne pouvait pas brancher comme avec Foucault le magnétophone. Quand ça n'était pas prévu, il ne parlait pas de la même façon que pour un entretien. Donc voilà, quand on a enregistré, c'était des séquences qui étaient vraiment programmées. Or, rien n'était programmé, rien n'avait été programmé avec Benny Lévy. Et donc, à ce moment-là, devant cette réaction de jalousie terrible, parce que les entretiens avaient été lus, que j'avais fait avec Sartre, par Benny Lévy, ils avaient été mis en pièces par lui, parce qu'il était furieusement jaloux de ne pas avoir fait lui-même des entretiens publiés. Et on m'a rapporté, donc Michel Vian m'a dit, Benny Lévy a dit à Sartre qu'il exigeait de faire ces entretiens. Donc, en quelque sorte, ces derniers entretiens ont été arrachés à Sartre pour officialiser, en quelque sorte, le fait qu'ils étaient en train de faire quelque chose de très important. Mais dans ces entretiens, on ne voit pas du tout les contours du livre. D'ailleurs, il y a un certain nombre de choses. Et alors, on a essayé les uns et les autres d'accéder aux bandes originales de ces entretiens. Elles sont introuvables, c'est-à-dire que ces entretiens, moi je ne reconnais pas le phrasé de Sartre là-dedans, c'est-à-dire c'est des choses tellement réécrites, complètement réécrites. Par Benny Lévy ? Par Benny Lévy, il y a une façon d'interroger Sartre qui ne correspond pas du tout aux longues tirades que pouvait faire Sartre lorsqu'il répondait à une question. On a enregistré ces entretiens, mais les bandes ne sont pas perdues. Les bandes n'ont jamais été divulguées par Benny Lévy. Et il y a quelqu'un qui a fait une thèse sur le Sartre dialogiste, c'est Jean-Pierre Boulet, et je lui avais conseillé à Jean-Pierre qu'on lui fasse entendre ces fameuses bandes. Et il n'a jamais voulu les faire entendre, sauf, je crois, 3 minutes. Et donc, ça pose un problème général d'authenticité sur ces textes-là. Ces textes apparaissent un petit peu plus ou moins manipulés et influencés par une autre philosophie qui n'est pas celle de Sartre, peut-être plutôt celle de Lévinas. Je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre, c'est que ces entretiens ont été relus par Lévinas et réorientés autrement. Donc, pour moi, il y a un gros problème. J'aurais bien voulu écouter la conférence de Monsieur Hanus, là. Je ne sais pas ce qu'il a pu dire, mais il y a un problème général autour de ce texte-là. Je crois que l'opinion publique a très facilement agrémenté l'idée qu'il y avait quelque chose de très fort là, qui était presque fini, mais ça n'est pas du tout vrai. Ce livre est un livre impossible à trouver, dont on ne voit même pas bien les contours. Donc là, il y a vraiment un très très gros problème, malgré toutes les réactions assez favorables que ces entretiens ont reçues de la part de Bernard-Henri Lévy et d'autres intellectuels du genre. Il me semble que ça pose un problème sur la dernière pensée de Sartre. Moi qui ai parlé avec lui, je ne le vois pas dire des choses pareilles
sur la religion, lui qui était vraiment très partisan de l'athéisme, etc. Tu as l'impression que le texte a été un peu truqué par Benny Oui, Lévy. le texte a été entièrement réécrit. Les dialogues ont lieu par la force des choses, mais je me souviens d'avoir lu une fois que Sartre faisait de ces dialogues toute une stratégie, une nouvelle manière de travailler. Était-elle vraiment efficace ou bien Sartre voulait-il se consoler? Je ne pense pas qu'il y ait eu vraiment une nouvelle manière de travailler. C'était des entretiens, c'est-à-dire il répondait aux questions qu'on lui posait. D'ailleurs, dans cet entretien-là, le protocole est aussi le même. Il y a des questions et des réponses. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment quelque chose, une pensée à deux, comme il y a pu y avoir entre, par exemple, Deleuze et Guattari. Je ne pense pas qu'il y ait quelque chose de cet ordre. C'est-à-dire que moi-même, je lui avais proposé de continuer l'idiot de la famille, mais le 4e volume, il considérait que c'était trop difficile, qu'on allait perdre énormément de temps à faire des relectures de Flaubert, etc. Et il ne voyait pas très bien comment écrire à deux voix quelque chose. Alors que c'est un exercice que j'ai fait par exemple avec Butor. J'ai fait une dizaine de livres avec Butor, donc je pensais que la chose était possible avec Sartre, mais je pense que il avait simplement envisagé par l'esprit toutes les confidences qu'il m'a faites et qui sont publiées nous disent que on pourrait faire une phrase à deux, revenir dans la phrase, enfin, etc. Parce que par la suggestion que ferait l'autre, etc. Bon, c'est très bien sur le plan théorique, mais il ne l'a jamais réalisé. Vous avez parlé une fois de la fin de la vie. Qu'en pensait Sartre? Il n'y pensait pas souvent. Je pense que la mort était quelque chose qui se situait en dehors de la vie, qu'il aurait aimé que ça arrive un peu par hasard, comme ça, sans s'en rendre compte. Et malheureusement, donc, il a eu ce dernier mois un peu difficile, là où il sentait qu'il allait mourir, mais donc ça a un peu duré. Mais c'était pas vraiment une angoisse existentielle qui lui appartenait. Il n'avait pas le sentiment de la mort. Il était tellement plongé dans ce monde d'idées, de jouissance à la vie, etc. Donc la vie était là, la mort n'existait pas vraiment. Je me rappelle aussi un mot de Christian d'Autremont qui dit la mort ne vient jamais, la vie quelquefois ne vient plus. C'est-à-dire que bon, la mort, c'est un arrêt par manquement, mais ce n'est pas quelque chose qu'on construit. Donc, à l'inverse de Heidegger, on des pensées du tragique. Donc, la mort n'est pas un élément structurel dans la pensée de Sartre. Et je pense qu'il n'attachait pas non plus à sa propre existence une valeur extraordinaire au point d'en faire un élément catastrophique. Il savait bien évidemment que ça allait plonger sa petite famille dans peut-être des difficultés, mais non, je pense qu'il n'avait pas d'angoisse avec ça, parce qu'il avait toujours vécu d'une façon assez libre. Bon, il a manqué un peu d'argent à la fin de sa vie. C'était la seule chose qui le préoccupait peut-être, c'est comment allait-on payer ses obsèques, parce que il était sans le sou dans les derniers mois, là. Mais il envisageait quand même que c'était un problème assez transitoire, que de toute façon, il y avait des droits d'auteur, il y avait des choses qui allaient arriver, que après sa vie, bon, les proches ne seraient pas dans le dénuement le plus complet, donc il n'avait pas quand même une angoisse majeure de ce côté-là. Donc cette idée de la mort n'est pas un élément tout à fait fondamental dans sa vie. Il ne pensait pas que du jour au lendemain, il allait disparaître. Et de toute façon, il considérait que l'essentiel de son œuvre, dans la mesure où il ne pouvait plus écrire, était quand même derrière lui. Donc
tout ce qu'il vivait était au présent. Peut-être avait-il enfin réussi à abolir le temps, parce qu'il a parlé très très souvent du temps, et le temps était toujours un futur en train de se faire, la somme de ses actes, des choses à ajouter. Peut-être il n'y avait rien à ajouter. Là, il a goûté le temps autrement. Et il y avait simplement à vivre ce qui faisait le moment présent. Et les civilisations, très rares, il est vrai, mais les civilisations primitives au Brésil, je crois, où la notion de temps n'existe pas. C'est-à-dire, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. On ne serait pas aussi souvent pressé. Il n'y a que le là, ici et maintenant, et donc il n'y a pas d'angoisse, il n'y a pas de programme à remplir. Et je pense que quand même le fameux dernier livre, La pouvoir et liberté, c'est une immense ouverture, c'est-à-dire que c'est un livre qui était peut-être à faire, mais qui n'était pas dans une nécessité absolue, et donc qui était comme ça un projet assez évanescent, possible, non possible, à faire, à ne pas faire. Et il y a un paradoxe sur ce dernier livre, et sur la question aussi du pouvoir et de la liberté. C'est déjà un paradoxe. Il y a des pouvoirs, mais il doit y avoir de la liberté. S'il y a de la liberté, il ne devrait pas y avoir de pouvoir. C'est une situation inextricable. Je pense que ce dernier livre non fait, impossible, jusqu'ici, ces livres étaient non finis, hein, c'est-à-dire ils devaient nécessiter des suites, etc. Mais là, je pense que c'est un livre impossible dans ces termes. Et il n'a pas été fait, mais il a été simplement rêvé. Un petit peu comme le livre de Mallarmé. Tout devait aboutir à un beau livre, un grand livre. Et là, tout doit aboutir à un grand traité sur les pouvoirs et la liberté. Mais peut-être la liberté, c'est que justement, il n'y ait pas de livre, que le livre soit simplement quelque chose qui plane. Merci bien, Michel. Merci bien.